Hello, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis désolée, je devais vous faire un live pour réviser toute la partie géologie du cycle 4 pour préparer le DNB. Malheureusement, j'ai eu un gros problème informatique et je ne peux pas faire ça en live. Malgré tout, du coup, je m'enregistre en vous présentant du coup la même chose que ce que je devais vous présenter en live, sauf qu'il n'y aura pas l'option chat en direct. Malheureusement, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que demain ça va fonctionner sans garantie. Je vous propose du coup cette vidéo qui va durer bien plus longtemps que les vidéos que je fais d'habitude. Vous pouvez mettre des commentaires si jamais vous avez des questions. Posez-les en commentaire, j'y répondrai. Dans ce cas-là, ça permettra aussi du coup de quand même pouvoir répondre aux questions et de pouvoir interagir, parce que je trouvais que c'était ça le truc intéressant, mais bon, ça marche pas du tout comme je l'espérais. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Insta si jamais vous avez des questions. Donc aujourd'hui, on va réviser la partie géologie, donc avec volcans, séismes, météo, climat, les ressources naturelles et l'impact de l'homme sur ces ressources naturelles et sur la biodiversité. Donc premier chapitre super important, la Terre dans le système solaire. Vous avez vu ça sûrement au cours de votre année de 5e, mais ça va être bien loin pour vous maintenant. Donc vous savez que notre système solaire est constitué de 8 planètes. On a 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus et Mars, et 4 planètes gazeuses, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les planètes telluriques, en fait, sont appelées comme ça, mais sont aussi des planètes qui sont rocheuses. Elles sont constituées de roches, du coup, au contraire de nos planètes gazeuses, qui, elles, sont composées d'une grosse enveloppe gazeuse très très importante, avec un tout petit noyau solide à l'intérieur. Et ces 8 planètes, elles tournent autour d'une étoile, qui est notre Soleil. Vous le savez, enfin vous vous en doutez, plus un corps est loin du Soleil, plus sa température de surface sera faible. Donc ça veut dire qu'il va faire globalement chaud sur Mercure et que la température de surface, au contraire de Neptune, qui est la planète la plus loin du Soleil, il va faire beaucoup plus froid. Donc on a 4 planètes telluriques, 4 planètes gazeuses qui tournent autour d'une étoile, le Soleil. On s'intéresse un peu plus maintenant précisément à la Terre. La Terre, c'est une planète qui est tellurique, donc une planète rocheuse. Elle est plus petite et plus proche du Soleil que les planètes gazeuses, donc plus petite, on dit qu'elle fait en moyenne 12 756 km de diamètre. C'est une planète qui est sphérique, donc c'est vraiment une sphère, mais comme toutes les planètes, vous savez, elle tourne sur elle-même. Et le fait qu'elle tourne sur elle-même l'a un petit peu déformée, et elle fait qu'elle est un petit peu aplatie au niveau des pôles. La Terre, elle reçoit du coup une énergie solaire qui vient du Soleil. Elle en reçoit de façon globalement différente au cours de la journée, parce que vous savez qu'elle tourne sur elle-même en environ 24 heures. Et on a aussi une énergie solaire qui varie au cours de l'année cette fois-ci, parce que la Terre va tourner autour du Soleil en 365 jours à peu près, en faisant une ellipse. Donc ça fait pas tout à fait un cercle, ça fait du coup un cercle aplati, un ovale si vous voulez. Le fait de tourner autour de quelque chose, on a passé à la période de rotation. Donc ici, les définitions qui sont vraiment importantes dans cette partie sont ces 4 définitions. La période de rotation, ça va être le temps mis par la Terre pour effectuer un tour sur elle-même. Un jour, par exemple, ou autour du Soleil, un an, comme je viens juste de le dire. Les planètes gazeuses, elles, donc ce sont des planètes de grande taille dont la surface est gazeuse et possède un petit noyau solide, à l'inverse des planètes telluriques qui sont des planètes rocheuses de petite taille. La définition du système solaire, donc c'est un ensemble de corps, dont les planètes, mais pas que, il y a aussi des astéroïdes, etc., qui vont graviter autour d'une étoile. Ici, on parle de système solaire, parce que notre étoile, c'est le Soleil. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur cette partie du programme. Faut connaître les 4 planètes gazeuses et les 4 planètes telluriques. Si vous voulez retenir l'ordre des planètes, donc du plus proche du Soleil au plus loin du Soleil, moi j'utilise une phrase mémotechnique qui est, alors attendez que je me souvienne, c'est me voilà tout mouillé et j'ai suivi un nuage. Et si vous prenez toutes les premières lettres de cette phrase, vous pourrez retrouver les premières lettres de toutes les planètes dans le bon ordre. Il y a plein d'autres techniques, n'hésitez pas à chercher sur internet, il y en a vraiment plein. Si on s'intéresse à la Terre, mais de façon un petit peu plus poussée, on va observer à la surface de la planète qu'il y a des séismes et du volcanisme. Donc ça, c'est vraiment la partie que vous avez vue, je pense, en 4e à fond. La géologie, on le voit surtout en 4e. Donc on va d'abord s'intéresser aux séismes.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est un séisme? Un séisme, c'est un tremblement du sol qui est provoqué par une libération brutale d'énergie en profondeur, en un point qu'on appelle le foyer. Donc ça veut dire qu'on va être en profondeur, parfois à des kilomètres, donc sous nos pieds. Il va y avoir des blocs rocheux qui vont bouger l'un par rapport à l'autre, d'accord, le long de ce qu'on appelle une faille, donc une cassure, vous voyez sur le schéma ici. Et en fait, l'endroit qui va libérer cette énergie, donc le foyer, se trouve au niveau de cette faille et va libérer donc l'énergie à libérer sous forme d'ondes sismiques. On appelle épicentre, là on le voit aussi sur le schéma, donc l'épicentre c'est le premier endroit de la surface qui va être touché par les ondes sismiques et c'est en général à cet endroit-là qu'il va y avoir le plus de dégâts lors d'un séisme. Ces séismes, globalement, font pas mal de dégâts et donc on veut protéger la population et limiter au maximum les risques, donc le risque sismique ici. Et donc on a des appareils qui s'appellent des sismographes qui enregistrent les mouvements du sol. Vous avez dû voir sûrement des exemples de sismographes en classe de 4e, donc en cours. Donc ce sont des petits appareils qui peuvent enregistrer en fait les ondes sismiques. Il y a toujours des mouvements du sol, toujours un petit peu, mais ces appareils permettent de repérer s'il y a un mouvement du sol qui est plus brusque que d'habitude, et donc pour pouvoir alerter la population et éventuellement évacuer des villes ou trouver des solutions pour essayer de protéger la population. Pour ce qui est du volcanisme maintenant, donc il y a deux types de volcanisme. On a des éruptions qui peuvent être effusives, vous le voyez sur le schéma. Ça va être des volcans qui sont globalement un petit peu moins dangereux parce qu'ils sont caractérisés par des coulées de lave. Donc quand le volcan va rentrer en éruption, il va libérer des coulées de lave assez fluides, donc la lave va s'écouler le long des flancs du volcan. Donc évidemment c'est dangereux quand même, on est d'accord, mais moins dangereux que l'éruption explosive, donc on le verra juste après. Et donc les éruptions explosives, en comparaison, ça va être au contraire quelque chose qui va être vraiment explosif. On a énormément en fait on a un volcan qui va être beaucoup plus haut et qui va exploser en hauteur. Donc le dôme en fait qu'on va trouver à la surface donc du volcan va exploser brutalement avec donc un mélange de gaz, de cendres et donc on a ce qu'on appelle des nuées ardentes qui vont dévaler la pente du volcan et donc tout brûler sur leur passage. Donc en fait les volcanismes ça vient d'où? Ça vient du fait qu'on a des roches qui rentrent en fusion en profondeur. Donc on appelle ça la fusion partielle de la roche. Donc la roche va rentrer en fusion et va former un réservoir magmatique. Donc on a du magma qui va être conservé en profondeur et donc il va pouvoir remonter au niveau de ce volcan dans ce qu'on appelle une cheminée volcanique. Selon le type de volcan, on va pas avoir le même type de magma. Le magma, il est beaucoup plus visqueux, d'accord, donc beaucoup moins fluide en fait que pour l'éruption explosive, je vais y arriver. Le magma est beaucoup plus visqueux que pour l'éruption effusive et c'est ça qui va provoquer cette explosion, le fait qu'il soit vraiment très très dangereux. Si on prend l'exemple par exemple de Pompéi, je pense que vous avez tous entendu parler de cet exemple. À Pompéi, l'éruption du Vésuve est explosive et donc tout a été détruit sur son passage. Donc comme pour les séismes, on a quand même des risques qui s'appellent du coup ici des risques volcaniques cette fois-ci. Les volcans, on va les surveiller parce qu'il y a toujours des petits indices qui permettent aux scientifiques de savoir si le volcan va rentrer en éruption et donc de pouvoir évacuer et protéger la population. On s'intéresse un petit peu à ces risques parce que c'est quand même une notion qui est super importante. Un risque, ça va être vraiment la combinaison de deux notions. Ça va être la notion d'aléa combinée à la notion d'enjeu. Donc l'aléa, c'est la possibilité qu'un phénomène puisse affecter une zone donnée. Donc c'est-à-dire la probabilité finalement qu'il y ait un séisme à tel endroit du globe. Et donc combiné à l'enjeu, et l'enjeu cette fois-ci c'est la vulnérabilité de la zone, ça veut dire est-ce qu'il va y avoir beaucoup de population ou pas. Par exemple, s'il y a un gros risque de séisme, mais en plein milieu du Sahara et qu'il n'y a personne, le risque reste faible. Alors qu'un séisme qui a lieu au contraire dans une métropole qui est très peuplée, le risque va être beaucoup plus important. Pour diminuer ce risque, évidemment, il y a des solutions, même si évidemment il reste toujours un petit peu de risque.
Donc avec des moyens de prévention et de protection de la population, donc il y a des systèmes d'alerte, comme je l'ai dit tout à l'heure, les sismographes, le fait de surveiller un volcan, etc. On peut aussi sensibiliser la population, ça veut dire qu'on va leur expliquer qu'ils sont dans une zone qui est à risque, avec un aléa assez important, et on va leur apprendre à se comporter de telle façon en cas d'éruption volcanique ou en cas de séisme. Et il y a aussi évidemment des constructions qui sont adaptées, notamment, vous avez dû voir ça sûrement quelque part au Japon, on a des constructions qui sont un petit peu sur pilotis, qui permettent de limiter les tremblements liés au séisme, parce qu'ils sont très très touchés dans ce pays-là. Donc ici, pour ce qui est des définitions, il y a un petit peu plus de définitions que tout à l'heure. Donc je vous ai parlé de l'épicentre. L'épicentre, c'est donc le point en surface où le séisme est le plus intense parce que c'est à la verticale du foyer et que c'est le premier endroit qui est touché par les ondes sismiques, donc à la surface. La faille, ça va être la cassure le long de laquelle les deux blocs rocheux vont se déplacer l'un par rapport à l'autre. Et le foyer, qu'on peut appeler aussi hypocentre, c'est la zone de la faille où les blocs se déplacent justement. Et c'est à cet endroit-là que sont libérées les ondes sismiques. Le magma, je vous ai parlé du magma tout à l'heure dans le volcanisme. Il faut que vous reteniez bien qu'on a un volcanisme effusif et un volcanisme explosif. Et dans ces deux cas-là, on a un magma qui est un petit peu différent, mais globalement, le magma, c'est une matière minérale, donc ça va être de la roche et en fusion, qui se forme en profondeur et qui véhicule des gaz. On va trouver des bulles de gaz à l'intérieur. Et pour finir, le risque, retenez bien, le risque, c'est l'aléa fois l'enjeu. C'est la probabilité des dommages liés à un aléa dans une région aux enjeux qui vont être connus. Alors, ces séismes, ces volcanismes, ils viennent d'où? Parce que s'il y en a, c'est peut-être pas pour rien. Si on observe un petit peu sur cette carte la répartition des volcans et des foyers sismiques, donc vous voyez les volcans ici sont repérés par des triangles bleus et les séismes par des petits points rouges. On voit que c'est pas réparti de façon égale. D'accord, en plein milieu de l'Asie, par exemple, il y a très peu il n'y a pas de volcans même. Au milieu de l'Afrique non plus, il y a vraiment des endroits, même en plein milieu de l'océan Pacifique, on a très peu de séismes. Donc cette répartition inégale montre en fait bien, si ici on relie tous ces points et qu'on essaie de faire des traits en fait partout sur notre carte, on va pouvoir repérer des plaques lithosphériques. En fait, ces plaques lithosphériques, qui sont des plaques de lithosphère, elles sont rigides. Et ce sont des grandes plaques assez épaisses qui se déplacent, qui font partie de la croûte terrestre, et qui se déplacent sur une couche qui est un peu plus déformable que cette lithosphère, qui s'appelle l'asténosphère. La forme des continents, comme on la connaît aujourd'hui, et la position de ces continents, ça n'a pas toujours été comme ça. On estime qu'ils n'ont pas toujours été en fait dans cette position-là. Si vous regardez l'image que je vous ai mise sur ce diaporama, on voit ce qu'on appelle la Pangée. Donc la Pangée, c'est on estime que les continents étaient placés de cette façon-là il y a plusieurs millions d'années. Donc on a des plaques lithosphériques qui sont en fait disposées sur une asténosphère qui elle est plus malléable, plus déformable, on dit qu'elle est ductile. Et sauf que le fait que, vous savez peut-être que le noyau de la Terre libère en fait de l'énergie thermique, donc de la chaleur. Et en fait, cette chaleur, elle va provoquer des mouvements de convection, donc c'est-à-dire des mouvements de matière à l'intérieur du manteau, à l'intérieur de l'asténosphère. Et donc, ça va mettre en mouvement les plaques lithosphériques qui se trouvent à la surface. Et donc, ça va être au niveau de ces frontières de plaques qu'on va pouvoir observer des mouvements différents et des reliefs particuliers. Parce que c'est au niveau des plaques, du coup, qu'elles vont soit s'écarter, pardon. On parle de mouvements divergents, d'accord? On va trouver, par exemple, au milieu de l'océan Atlantique, une dorsale océanique. Donc, on a deux plaques qui vont s'écarter l'une de l'autre. Ça va être une zone où on va trouver beaucoup de séismes et beaucoup de volcanisme. Et on peut avoir des mouvements au contraire qui sont convergents, donc ce sont des plaques qui vont se rapprocher. Donc dans ce cas-là, il y a deux possibilités, soit les deux plaques se rapprochent et elles vont rentrer vraiment en collision et former une chaîne de montagnes, ou alors une des deux plaques va plonger sous l'autre et donc former ce qu'on appelle une zone de subduction
qui là aussi, du coup c'est vraiment une zone où on a des séismes et du volcanisme de très très importants. Comme on trouve par exemple la subduction, on peut en trouver le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Et les collisions, on peut prendre l'exemple de l'Himalaya, donc avec la plaque de l'Inde qui rentre en collision avec la plaque de l'Asie. Une petite définition encore pour cette partie. Donc la sténosphère, je vous dis que c'était une couche de roche ductile, qui va être du coup déformable, qui est située sous la lithosphère. Et donc au-dessus, on a cette fameuse lithosphère qui est donc une couche de roche rigide, cette fois-ci, qui est découpée en plaques lithosphériques. Le noyau de la Terre va libérer de l'énergie thermique et donc mettre en mouvement la matière qui est contenue dans l'autre partie de la Terre. Pardon, je vais y arriver. Et donc, ces mouvements de convection, on parle donc de transfert d'énergie thermique par la mise en mouvement de matière. Donc, on a une mise en mouvement de la matière au niveau de la sténosphère qui va mettre en mouvement la lithosphère qu'on va trouver par-dessus. Et ces plaques lithosphériques, ce sont des zones du coup à faible activité sismique et volcanique, parce qu'au milieu de la plaque, on n'a pas du tout ou très peu d'activité sismique et volcanique. Par contre, elles sont délimitées par des zones de forte activité. D'accord ? Entre deux plaques, on a des zones de collision, de subduction ou des dorsales océaniques, où on va trouver des fortes activités sismiques et volcaniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je répondrai. Si jamais ça va un petit peu vite, etc. Donc pour cette partie séisme, volcanisme, etc., j'ai fait des vidéos pour mes quatrièmes que vous pouvez tout à fait regarder, qui peuvent vous permettre de mieux comprendre, avec peut-être plus de schémas, où je vais un petit peu plus dans le détail. Vous pouvez les regarder, je vous ai mis les liens dans la description, donc surtout vous n'hésitez pas. On va passer du coup à tout ce qui est météo et climat. Donc jusque-là, on s'est intéressé à ce qui se passait sous nos pieds. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe plutôt autour de nous, dans l'atmosphère. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la météo ? La météo, ça va être le temps qu'il fait, et ça vous le savez, c'est sûr, et les changements de cette météo sur quelques jours. Ça va prendre en compte la précipitation, donc la pluie, la température, la vitesse des vents, etc. Donc on a certains phénomènes météorologiques qui sont bien plus intenses dans certaines zones de la Terre, comme avec des cyclones et des inondations, etc. Mais ce reste des choses qui sont exceptionnelles. Tout à l'heure, on a parlé de risques sismiques et de risques volcaniques. Ici, on peut parler de risques météorologiques. Et là encore, on a des systèmes de surveillance, de suivi qui vont permettre de protéger ou de prévenir les populations. Donc la météo s'oppose au climat. Donc le climat, alors autant vous savez en général ce que c'est la météo, par contre le climat, ça va être beaucoup plus flou. Le climat, ça va être une moyenne de nos données météo, donc ça veut dire de la température, de la vitesse des vents, etc. Mais sur des périodes beaucoup plus longues, donc je dis minimum 30 ans dans mon diapo, mais ça peut être jusqu'à plusieurs millions d'années, millions d'années. Donc sur Terre, on observe qu'il y a 3 grandes zones climatiques. On a les zones froides ou polaires qu'on va trouver du coup au pôle Nord et au pôle Sud, où il va faire en moyenne moins de 0 degré. On a des zones tempérées, donc par exemple en Europe, ou plutôt dans le sud du coup de l'Amérique sud de l'Amérique du Sud, et dans le sud de l'Afrique du Sud, où c'est plutôt des zones où la température moyenne va être entre 0 et 20 degrés. Et pour finir, on a une zone chaude ou intertropicale qu'on va trouver au niveau de l'équateur, où cette fois-ci la température moyenne est au-delà de 20 degrés. Mais ces zones climatiques, elles sont dues à la sphéricité de la Terre. Si on regarde un petit peu, si vous avez sûrement fait, je pense, cette manipulation-là en cours, si on prend un globe terrestre et qu'on l'éclaire avec une lampe, on va se rendre compte que les rayons lumineux qui viennent de la lampe ne vont pas éclairer de la même façon l'équateur de notre globe terrestre, notre faux globe terrestre, ou les pôles de notre faux globe terrestre. En effet, on a un angle qui va être différent. Cet angle-là, ça va être du coup ce qu'on appelle la latitude. Quand on se trouve à des latitudes au niveau, par exemple, des pôles, les rayons vont arriver avec un angle qui va être très faible, à peu près 30 degrés. Donc ça veut dire que on a moins de rayons lumineux, donc moins de rayons solaires
qui arrive au niveau des pôles, il va faire plus froid. Alors que si on se positionne au niveau de l'équateur, les rayons vont arriver plutôt à 90 degrés et donc ils vont arriver de façon beaucoup plus concentrée entre guillemets. On va avoir beaucoup plus de rayons lumineux qui vont arriver au niveau de l'équateur et donc il va faire plus chaud. Dans les zones tempérées, on a un angle qui va être de 45 degrés à peu près et donc il va faire une température plutôt moyenne, donc entre 0 et 20 degrés à peu près. Donc ça veut dire que la température à la surface de la Terre, on a ces zones climatiques qui sont très importantes, elles sont dues au fait que la Terre soit une sphère et selon sa position avec le Soleil. Mais justement, ces différences de température vont mettre en mouvement l'atmosphère, donc va créer des vents et des courants marins à la surface de la Terre. Ça aussi c'est dû du coup à ces différences de température. On a dit qu'au niveau de l'équateur, il faisait beaucoup plus chaud. Et vous savez que l'air chaud, en général, monte. Donc, on a de l'air chaud d'une température assez élevée qui va monter en altitude au niveau de l'équateur et qui va se déplacer, du coup, vers les pôles où plus ils vont se rapprocher des pôles, plus ces vents vont refroidir, plus cette terre va refroidir et donc va redescendre en arrivant au pôle. Et inversement, ces mouvements continuent, du coup, plutôt en surface. On a de l'air plus froid qui va partir des pôles, qui va se déplacer donc plutôt vers la surface de la Terre pour aller se réchauffer petit à petit au niveau de l'équateur. Et ainsi de suite, on forme donc ce qu'on appelle une cellule de convection. L'air va remonter en température en arrivant à l'équateur, remonter en altitude, se déplacer vers les pôles, puis redescendre parce qu'il refroidit, etc., etc. Et donc ces mouvements qui sont verticaux, d'accord, et horizontaux, va créer des vents, sauf que les vents de surface, ils vont frotter, en fait, au niveau de la surface des océans. En frottant au niveau de la surface des océans, ça va créer ce qu'on appelle des courants marins. Donc finalement, la différence de température qu'on va trouver entre les pôles, les zones tempérées et l'équateur, du fait que la Terre soit une sphère, va provoquer tous ces mouvements-là, va être en fait responsable de la météo et du climat à la surface de la Terre. Parce que du coup, on va avoir des vents, on va avoir des précipitations, etc., etc. Donc tout ça est lié finalement, même tout ce qui est courant marin, c'est lié aussi aux différences de température. De la même façon, on a des courants marins en surface qui sont globalement plus chauds que les courants marins de profondeur qui sont beaucoup plus froids. Et on va avoir exactement le même principe donc de cellules de convection avec l'air chaud l'eau chaude du coup qui va se déplacer vers le haut et l'eau froide au contraire qui va plonger aux profondeurs parce qu'elle est plus dense et donc former la même cellule de convection mais au niveau des océans. Ce climat, je vous ai dit qu'on pouvait le mesurer à des échelles très importantes, contrairement à la météo, qui ça va être sur quelques jours, voire quelques semaines, alors que le climat c'est plutôt quelques années, voire quelques milliers d'années. Vous savez sûrement que le climat change. Le climat actuel, c'est pas du tout le climat qu'on a pu enregistrer il y a plusieurs milliers d'années. Le climat change petit à petit. Et ça, on le sait notamment grâce à des fossiles. On peut trouver des fossiles de pollen, par exemple, qui va pouvoir nous éclairer sur le type d'arbre qu'on va trouver dans telle ou telle région du monde. Et selon le type d'arbre, on peut en déduire la température, l'humidité qu'il a pu faire selon les besoins de cette espèce d'arbre, justement. Donc, on a eu des périodes chaudes, des périodes plus froides, des glaciations. Donc, le climat à la surface de la Terre a constamment varié au cours des temps géologiques. Pour rappel, on parle de temps géologique. Un temps géologique, c'est un temps qui est très très long et qui se mesure en millions d'années, millions d'années. Les scientifiques, ils peuvent du coup coupler différentes techniques pour étudier les climats du passé. Donc, je vous ai parlé des fossiles de pollen. On peut aussi étudier ce qu'on appelle les carottes de glace. Donc, ça veut dire qu'on va faire un forage dans les glaces et récupérer les bulles d'air qui se trouvent dans cette glace. En fait, ces bulles d'air contiennent une certaine teneur en CO2 et selon la quantité de CO2, on peut savoir la température qu'il faisait à l'époque. Donc, toutes ces différentes techniques sont couplées par les scientifiques et ils peuvent du coup essayer de reconstituer les climats du passé. Et ils peuvent aussi, avec d'autres techniques, essayer de prévoir le climat qu'il fera dans plusieurs milliers d'années
Et en parlant de ça, je crois que l'activité humaine, je crois pas, j'en suis sûre, entraîne une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Vous le savez, nos activités humaines, tout ce qui est chauffage, industrie, activités agricoles, transport, production d'électricité, etc., libèrent tout ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. De façon naturelle, il y a un effet de serre grâce à l'atmosphère. L'atmosphère permet de retenir une certaine chaleur qui est produite par la Terre pour éviter qu'elle soit libérée dans l'espace. Si on n'avait pas d'atmosphère, par exemple, il ferait beaucoup plus froid à la surface de la Terre. Même si actuellement la moyenne est de 15 degrés à peu près, il ferait beaucoup plus froid à la surface de la Terre et la vie ne serait même pas possible. Donc cette atmosphère permet de retenir un petit peu de chaleur, ce qui est bien pour la vie, sauf que les activités humaines libèrent de plus en plus de gaz à effet de serre qui augmentent cet effet de serre, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et donc augmentent la température qu'on va trouver à la surface de la Terre. Donc les scientifiques actuellement prévoient une hausse importante de la température moyenne de la Terre, ce qui peut du coup perturber, on y reviendra, tout ce qui est biodiversité, etc. Donc la définition, nous on a dit que le climat, c'était les conditions météorologiques, donc température, précipitation, moyenne sur une région, et ça va être des conditions qui sont mesurées sur une période de minimum 30 ans. Je dis minimum 30 ans, ça me paraît même pas beaucoup. On peut même dire plusieurs millions d'années. La météo, ça va être les conditions atmosphériques, mais vraiment sur une courte période cette fois-ci. La météo, ça va être quelques jours ou quelques semaines pour savoir s'il va pleuvoir demain ou après-demain. Ça, c'est la météo. Le climat, c'est quelque chose qui est sur une période qui est beaucoup plus longue. Et pour finir, l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est l'élévation de la température moyenne à la surface de la Terre à cause de certains gaz, comme le CO2 par exemple, qui est présent dans l'atmosphère. Cet effet de serre est naturel de base, mais il est aggravé ou en tout cas augmenté par nos activités humaines. Si vous avez des questions là-dessus, surtout, vous posez des questions en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Une parfaite transition sur l'impact de l'homme, sur les ressources et l'environnement, puisqu'on parlait des gaz à effet de serre. Donc l'homme a beaucoup d'activités qui peuvent modifier les écosystèmes. Un écosystème, pour rappel, c'est un milieu de vie et l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans ce milieu de vie. Donc l'agriculture intensive, le fait d'épuiser les ressources, de polluer les sols, de polluer l'eau, la surpêche, etc., ce sont des activités qui vont modifier les écosystèmes, les perturber et donc diminuer la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants qu'on va trouver sur la Terre, donc la diversité des êtres vivants, si vous voulez. Malheureusement, heureusement plutôt, il y a des solutions pour limiter cet impact de l'homme, comme par exemple l'agriculture raisonnée avec le moins d'utilisation de pesticides, la mise en réserve d'espaces maritimes, d'accord, pour protéger des ressources halieutiques. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, vous n'oubliez pas. Halieutique avec un S. Les ressources halieutiques, ça va être l'ensemble des êtres vivants qu'on va trouver dans un milieu aquatique. Et donc, il y a des espaces protégés aussi au niveau aquatique. Ça va être aussi la gestion des ressources, la protection des écosystèmes pour les préserver et la mise en place de ce qu'on appelle un développement durable. L'homme aussi, pour répondre à ses besoins, donc en eau, en énergie, en roches de construction, exploite les ressources naturelles de la Terre. Ça veut dire qu'on va avoir une diminution des réserves d'eau douce parce que l'homme va aller puiser l'eau douce. On va avoir une diminution des réserves d'hydrocarbures parce que ça, vous le savez aussi, les hydrocarbures sont prélevés dans l'environnement par l'homme, mais de façon très très importante et surtout on la consomme très très vite. Et donc, il y en a de moins en moins, alors que les hydrocarbures mettent plusieurs millions d'années à se former. On a aussi une dégradation des sols pour la culture, avec par exemple le labour trop intensif, trop profond qui peut perturber les sols, l'exploitation intensive des ressources de minerais pour récupérer par exemple des matériaux de construction. Là aussi, il y a des solutions qu'on essaie de mettre en place petit à petit, parce que de toute façon, à un moment, il n'y aura plus d'eau douce et il n'y aura plus d'hydrocarbures et il n'y aura plus de sol correct pour la culture, donc il va falloir trouver des solutions. Et pour ça, on a par exemple l'utilisation d'énergies renouvelables avec l'énergie éolienne qui utilise les vents, l'énergie
J'ai un trou de mémoire, mais je suis sûre que vous avez plein d'idées. Les énergies renouvelables, voilà, qui se renouvellent très très vite, beaucoup plus vite en fait que les hydrocarbures, et qui permettent de remplacer ces énergies-là. Toujours pareil, on parle de développement durable, donc essayer d'utiliser des matériaux qui nous permettent de nous développer sur la durée et qui sont du coup qu'on peut développer assez rapidement. L'agriculture raisonnée, etc. La définition, donc la biodiversité, je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des êtres vivants. Un écosystème, c'est un ensemble qui va être formé par un milieu de vie et des êtres vivants qui se trouvent du coup dans ce milieu de vie et qui sont en interaction les uns avec les autres. Un développement durable, ça va être un développement qui concilie les activités humaines, l'environnement et l'économie à long terme, pour que tout ça se passe correctement. Les pesticides, je vous en ai parlé, dans le cas de l'agriculture intensive notamment, ce sont des substances qui sont utilisées pour éliminer un être vivant d'une culture. Ça va être une mauvaise herbe, ça va être un insecte, etc. Les énergies renouvelables, ça va être une source d'énergie dont le renouvellement naturel est rapide, donc bien plus rapide, on en revient tout à l'heure, mais que les hydrocarbures. Un minerai, c'est une roche qui contient des minéraux qui sont utiles et exploitables par l'homme. Par exemple, le granit, dont on a besoin pour construire des églises en Bretagne. Les hydrocarbures, donc ça va être tout ce qui est pétrole, charbon, gaz naturel, ce qu'on appelle aussi des énergies fossiles, qui se forment en plusieurs dizaines de millions d'années. Et c'est pour ça qu'ils ne sont, elles, pas renouvelables et qu'on doit les remplacer par des énergies qui sont plus rapides à former, comme les énergies renouvelables, du coup. Donc, les deux sont en opposition. Et pour finir, une ressource halieutique, c'est une ressource vivante aquatique exploitée par les humains. Et donc, on va essayer de les protéger, notamment dans le cadre de la surpêche, pour limiter cette surpêche. Donc voilà pour ce qui est de ce thème. Donc il y a beaucoup de notions, vous allez me dire, je suis allée assez rapidement parce que globalement c'est ce que vous avez besoin de connaître. Je vous mets dans la description les liens des vidéos que j'ai faites, donc qui vont vraiment plus dans le détail si vous en avez besoin. En plus, dans la description de ces vidéos-là, vous avez une fiche de révision. Donc vous pouvez imprimer la fiche de révision pour chaque chapitre, etc. pour si ça peut vous permettre de vous aider à réviser, surtout n'hésitez pas. Et je vous mets sur ces deux derniers diapos ici, si vous voulez, je vous mettrai le diapo aussi dans la description. Vous avez ce que vous devez maîtriser sur ce thème. Par exemple, je prends le tout premier exemple, vous devez savoir expliquer quelques phénomènes géologiques. Vous devez être capable du coup d'identifier les objets du système solaire, donc planètes gazeuses, telluriques, comme je vous en ai parlé, et de savoir localiser des traces d'activité interne et d'y associer des risques. Les traces d'activité interne, ça va être séisme, volcanisme et les risques qui vont avec. Une fois que ça c'est compris, vous devez savoir expliquer ce qu'est un séisme ou une éruption. Ça, a priori, ça devrait aller. Et je connais les mesures de prévention, de protection, d'atténuation, des risques associés. En fait, petit à petit, on va aller un peu plus dans le détail. Ensuite, vous savez définir une plaque lithosphérique. Vous savez relier les manifestations aux frontières des plaques, donc séisme, volcanisme, au mouvement et à l'existence d'un flux thermique qui vient du noyau, avec mouvement de convection, etc. Et vous savez expliquer les mesures associées à ces risques tectoniques. Et pour finir, en m'appuyant sur une argumentation, j'explique les choix individuels et collectifs responsables en matière de risques naturels liés à l'activité interne du globe. Donc là, c'est vraiment toute la partie séisme, volcanisme, etc. Donc voilà ce que vous devez maîtriser pour cette partie. Je vous ai mis la même chose en dessous, expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques, donc pour toute la partie météo et climat. Et ensuite, tout ce qui est impact des activités humaines sur l'environnement. En général, pour ce dernier diapo-là, en général, ça se passe plutôt bien pour vous parce que c'est quand même des choses qui sont très d'actualité et dont on parle malheureusement beaucoup. Enfin, heureusement, mais malheureusement, ça aurait été mieux qu'on n'en ait pas à en parler. On en parle beaucoup du coup dans l'actualité, donc vous êtes quand même en général bien capable de relever ces problèmes donc d'activité humaine, donc d'impact d'activité humaine sur l'environnement. Donc voilà pour ce qui est de ce premier thème, donc sur la géologie. J'espère que ça va pour vous.
je vous le redis, vous posez toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si vraiment vous avez des questions, vous m'envoyez un message sur Instagram en me disant j'ai regardé votre vidéo ou votre live qui n'en est pas un du coup et j'ai pas compris tel truc. Voilà, vous m'envoyez un message, je vous répondrai. Demain, on se retrouve pour tout ce qui est partie fonctionnement des organismes animaux-végétaux avec leur nutrition, leur reproduction, leur respiration, etc. Donc ce sera, j'espère, un live. Sinon, je ferai de la même façon, je vous publierai une vidéo comme ça. Vous pourrez poser vos questions en commentaire. J'espère que mon réseau informatique fonctionnera mieux demain et que je pourrai faire mon live sans souci. Dans tous les cas, je vous souhaite de bien réviser. On se retrouve, si vous voulez, sur Instagram dans la soirée, sur Instagram dans ma story. Et je vous mettrai un petit quiz avec, je crois, il y a 23 ou 24 questions sur ce thème pour voir si vous avez tout bien compris. Ça vous permettra un petit peu de vous tester pour voir si vous avez compris tout ce que je vous raconte. J'espère. Je compte sur vous. Allez, donc courage. Le DNB, c'est dans une semaine et vous serez prêts. Allez, bye, révisez bien.